Vous pouvez faire différents types d'incisions donc sur la trachée une fois que vous l'aurez abordé, on verra comment tout à l'heure. Soit vous faites une incision horizontale entre deux anneaux, c'est-à-dire perpendiculaire à celle qui est décrite ici, mais finalement vous allez avoir un petit problème, vous allez réussir à mettre la canule bien sûr, mais les anneaux supérieurs et inférieurs vont avoir tendance à s'invaginer à l'intérieur, et donc vous allez avoir finalement une pseudo-sténose de la trachée dans laquelle va pouvoir s'organiser des granulomes, générer une vraie sténose à la fin. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de perte de substance trachéale, certes, mais cette substance trachéale va rentrer en endoluminal, et finalement, ça ne me semble pas une bonne incision. Alors, vous pouvez avoir des incisions verticales, et cette incision verticale, par contre, elle a un intérêt, même si elle présente les mêmes inconvénients, d'invagination, cette fois-ci de la partie latérale, de chaque côté de l'incision verticale, va s'invaginer à l'intérieur, mais par contre, c'est une incision qui est préconisée chez les enfants. Et pourquoi c'est préconisé chez les enfants? Parce que les trachées de l'enfant sont de très petit diamètre, plus petits que mon petit doigt, et qu'avec un bistouri, lorsque vous fendez à l'horizontale entre deux anneaux, vous risquez de faire une incision circulaire de la trachée et d'avoir le bout distal qui tombe dans le médiastin et de ne plus pouvoir ventiler votre enfant. Donc on ne fait jamais une incision horizontale chez un enfant, toujours une incision verticale. Vous l'avez compris, c'est quand même pas ce type d'incision que je préfère, et donc vous pouvez avoir des incisions en H, soit un H horizontal, soit un H vertical. Ça c'est un H horizontal, avec donc deux volets qui vont prendre deux anneaux, et ces deux volets, vous allez les basculer vers le côté, de manière à créer une fenêtre et à pouvoir rentrer votre canule de trachéotomie. On peut même décider de mettre des fils de rappel sur ces deux volets latéraux, de les tirer vers l'extérieur du patient, et donc vous avez effectivement une ouverture trachéale large, et on pourrait penser qu'une fois qu'on va retirer la trachéotomie, finalement ces deux petits volets vont se replaquer, et qu'on va avoir une restauration trachéale. En fait, ceux qui font des trachéotomies depuis longtemps le savent, les fils de rappel qu'on met dessus, au bout de 7 à 8 jours, quand vous tirez dessus, eh bien, le fil vous reste dans la main, c'est-à-dire que le cartilage a nécrosé, vous avez une chondrite, et donc en fait, s'embêter à faire ce genre de choses ne me semble pas complètement utile. Bien évidemment, d'un point de vue purement théorique, c'est très séduisant, parce qu'il n'y a pas de perte de substance trachéale, mais en fait, en pratique, il y a une nécrose de ces deux volets latéraux, et donc ça présente assez peu d'intérêt de faire ce genre d'incision. Le troisième type d'incision est un peu basé sur le même principe, mais cette fois-ci, c'est un volet à charnière inférieure. Vous allez donc découper sur deux anneaux, ici, un petit rectangle de trachée sur deux anneaux, et que vous allez laisser pédiculiser sur la partie inférieure. Et avec un fil de rappel, vous allez pouvoir le nouer à la soupeau, et là encore, vous allez avoir une ouverture trachéale tout à fait large. C'est bien, vous n'avez pas abîmé votre trachée, mais là encore, la restauration trachéale est illusoire. Ce petit volet ne va pas se remettre en place une fois que vous aurez terminé. C'est pas vrai. Et finalement, pourquoi pas faire simple quand on peut éviter de faire compliqué? Finalement, celle que je préfère moi, c'est celle-là. C'est ablation d'une pastille trachéale, soit sur un anneau, soit à cheval sur deux anneaux, peu importe. Vous n'avez aucun risque de bascule d'anneau qui va aller pouvoir s'organiser avec des granulomes en endoluminal. Donc ça, vous avez déjà éliminé un problème. Vous avez peu ou pas de problème de recannulation puisque vous avez une fenêtre qui est toujours ouverte. Et vous ne risquez pas d'avoir ces petits volets qui se referment. Ils se referment, je vous ai dit qu'ils ne se refermeraient pas. C'est vrai, mais les 48 premières heures, ils ont quand même une capacité à se refermer parce qu'ils ne sont pas encore nécrosés. Vous pouvez faire une perte de substance trachéale qui est à la taille de votre canule, ce qui va limiter l'issue de salive tout autour, et donc la salive va coloniser votre orifice de trachéotomie, ce qui est une source de surinfection. Donc finalement, c'est une bonne technique. Par contre, effectivement, vu que vous avez une perte de substance, vous avez une fermeture orificielle qui est souvent un peu plus longue que la normale, et donc il faut bien apprendre à faire des pansements lorsque vous décidez de décanuler le patient. Il y a un pansement un tout petit peu plus complexe à faire, mais moyennant un bon pansement et le changement de ce pansement, à chaque fois qu'il est souillé, en 3 à 4 jours, votre orifice est quand même fermé. Donc il n'y a pas d'intérêt majeur à les faire plus compliqués. Qu'est-ce qu'il existe comme canule? Donc d'abord, il existe des canules à ballonnet. On les utilise lors de la première pause, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir là. D'accord? L'orifice est frais, ça risque de saigner, on a besoin de protéger les voies aériennes inférieures. En plus, pour terminer l'intervention, on a besoin de ventiler le malade, donc on a besoin d'avoir une étanchéité. Donc il nous faut un ballonnet. D'accord? Donc c'est la première pause. Chez les patients qui font des fausses routes, vous allez aussi protéger les voies aériennes inférieures en mettant un ballonnet, mais attention, la pression de ce ballonnet doit être extrêmement contrôlée. Elle doit être inférieure ou égale à 30 mm d'eau. Et aujourd'hui, dans les réanimations, en tout cas dans les bonnes réanimations, on a des manomètres et les infirmières, une fois par équipe, contrôlent la pression du ballonnet. Si vous gonflez trop fort votre ballonnet, vous allez faire une ischémie de la muqueuse, en général qui commence à la première heure, et à la 8e heure, vous avez déjà des lésions d'ischémie cartilagineuse.
Et donc ça va générer des sténoses trachéales, voire des fistules œsotrachéales. Hein, vous allez abîmer la paroi postérieure de la trachée qui nous sépare de l'œsophage juste derrière. D'accord? Et avec un risque de fistule. Donc vu que le ballonnet protège, elles sont indiquées si fausse route, elles ont une chambre interne. La chambre interne, c'est ce que vous avez là, c'est-à-dire que c'est un deuxième corps de canule. Et pourquoi elles sont sécurisantes, ces chambres internes? Parce que les patients ont des sécrétions, et ces sécrétions vont stagner, coller dans le corps de la canule, et ça permet, sans décanuler le malade, de retirer la chemise interne, de la nettoyer avec un goupillon, de la passer sous l'eau, et de la remettre au patient. D'accord? Donc chez les patients qui sont soit dans un service qui n'est pas très sécurisant au point de vue de surveillance, en tout cas, ou chez les patients qui vont retourner à domicile, il faut des canules, avec des chambres internes, pardon, hein, c'est plus sécurisant. Alors, celle-là, elle n'a pas de chemise interne fenêtrée, c'est-à-dire que vous voyez que sur cette chemise interne, il n'y a pas de fenêtre, c'est-à-dire il n'y a pas d'orifice, puisque le but, là, c'est soit de ventiler le malade, soit d'éviter à tout prix toute fausse route. D'accord? Donc, il n'y a pas de fenêtre, mais je vais vous montrer à quoi servent les fenêtres. La pression du ballonnet, on en a parlé. Alors, si elles n'ont pas de fenêtre, c'est-à-dire que si le corps de la canule ne possède pas un petit trou, l'air que vous allez expirer va passer par la canule et va ressortir directement dehors. Ne va pas pouvoir passer par la fenêtre, monter vers vos cordes vocales et donc faire vibrer le larynx. Donc elles ne sont pas indiquées pour la phonation, elles ne permettent pas la phonation, il n'y a pas de flux d'air vers le larynx. La Chilée numéro 8, c'est celle qu'on met habituellement chez l'homme, qui a une trachée assez volumineuse, soit une numéro 6, soit une numéro 8 chez les femmes, en fonction de la taille de leur trachée. Comment on va sevrer? On va dégonfler le ballonnet un certain nombre d'heures par jour. On va regarder si le patient s'encombre, s'il fait des fausses routes salivaires, ballonnet dégonflé, puisque là vous n'avez plus d'étanchéité. Et puis s'il ne s'encombre pas, s'il n'y a pas besoin de l'aspirer toutes les 3 minutes par l'infirmière, c'est qu'a priori il n'a plus besoin de ballonnet, que vous allez pouvoir passer à une canule sans ballonnet. Les canules fenêtrées, elles, leur but, vous voyez, le corps de la canule est fenêtré, vous avez une chemise interne avec un bout vert qui est fenêtré, et puis une chemise interne qui, elle, n'est pas fenêtrée. Alors, ça permettra de régler un certain nombre de soucis, puisque vous ferez partie des gens qui risquent de faire d'autres spécialités que, enfin en tout cas, vous risquez d'avoir, vous voulez tous ici faire de la chirurgie, mais vous risquez d'avoir certains de vos patients qui nécessitent une réanimation, qui ont été trachéotomisés, qui vont revenir en salle chez vous, et ça vous évitera de pédaler un petit peu dans la semoule si vous savez pourquoi on met des fenêtres et pourquoi on n'en met pas. Alors, ces canules fenêtrées, donc on les met chez des patients en deuxième intention, qu'on veut faire parler, elles permettent la phonation en expiration si on les obture. Alors on peut les obturer avec le doigt, simplement, c'est ce qu'on fait dans le service, parce qu'on ne laisse pas les canules très longtemps. On peut les obturer avec un clapet spécial qui va s'ouvrir à l'inspiration, donc le patient va pouvoir inspirer sans difficulté, va se fermer à l'expiration, comme ça il va permettre la phonation. Et puis chez des patients qui n'ont aucune difficulté ni à inspirer ni à expirer, canule bouchée, on va pouvoir mettre un bouchon permanent. Mais quand vous en êtes là, ça veut dire que votre patient n'a plus besoin de canule de trachéotomie. Ces canules fenêtrées, elles ne peuvent être utilisées qu'en l'absence de fausse route, lorsque vous avez dégonflé le ballonnet. Et puis, ce que je viens de vous dire, si elles sont bien tolérées en obturation complète, eh bien, ça veut dire que vous pouvez décanuler votre patient. Alors, il existe des mix entre ces deux-là. Je vous ai dit qu'il y avait des canules fenêtrées sans ballonnet, puis des canules non fenêtrées à ballonnet. Il y a des mix entre les deux. Vous avez des canules à ballonnet fenêtrées. Alors vous allez me dire, c'est pas logique, on va avoir une fenêtre, donc la fenêtre va permettre de faire passer un certain nombre de choses. Alors d'abord, rappelez-vous que même dans ces canules fenêtrées à ballonnet, vous allez pouvoir avoir deux chemises internes. Une fenêtrée, une non fenêtrée. D'accord? Alors maintenant, imaginez un cas. Vous avez un patient de neurologie qui a fait un accident vasculaire assez important, qui avait des gros troubles de la déglutition, et vous lui avez mis une canule à ballonnet. Mais par contre, c'est important pour rééduquer son aphasie qu'il ait une orthophoniste et qu'il puisse parler. D'accord? Ça veut dire que chez ce patient, on va lui mettre une canule fenêtrée à ballonnet pour protéger ses voies aériennes, et quand l'orthophoniste va passer, on va mettre sa chemise interne non fenêtrée qui va lui permettre de s'exprimer et de faire des progrès avec l'orthophoniste. D'accord? Ça va? Ça, c'est l'exemple le plus classique. Hein? Alors, ça n'autorise pas pour autant, parce que par la fenêtre, vous allez faire éventuellement des petites fausses routes salivaires, mais les fausses routes salivaires, ce n'est pas dramatique pour le poumon. Bien évidemment, quand vous aurez une chemise interne fenêtrée, il ne sera pas question d'alimenter le malade. Sinon, là, il fera des fausses routes alimentaires par la fenêtre de la canule. Donc, ça veut dire aussi que lorsque vous aurez un problème de décanulation sur un patient, vérifiez que la chemise interne, c'est bien la chemise interne fenêtrée que vous avez mis. D'accord?
et pas que l'infirmière a mis celle au bout blanc qui n'a pas de fenêtre. D'accord? Si vous essayez de faire respirer un patient avec une chemise interne non fenêtrée, même si le corps de la canule, lui, est fenêtré, d'accord? Ce patient ne pourra faire vibrer son larynx que par les fuites d'air qu'il y aura autour de sa canule, donc entre le corps de la canule et la paroi de la trachée. D'accord? C'est de temps en temps pas suffisant. Si vous avez mis une canule de 6 chez une dame qui fait 1m42, la canule, elle va occuper la totalité de la trachée, il n'y aura pas de fuite. Hein. Alors, bon, les soins particuliers, ça, je pense que ça a peu d'intérêt. La seule chose qui a un peu d'intérêt, c'est ça. Hein. Quand vous changez une canule, il faut avoir un matériel de recannulation à proximité. Vous devez savoir aussi que le premier change de canule, d'après une loi de mars 86, c'est un acte médical, d'accord, que les changes suivants peuvent être faits par une infirmière, mais que le premier change de canule, hein, après la trachéotomie, le premier changement de canule, c'est fait par un médecin. Et c'est là où il vous faut la pince tripode de la board, hein, à proximité, éventuellement une petite lumière frontale ou au moins une petite lampe torche pour aller voir au fond de l'orifice s'il se passe quelque chose. Alors, vous avez dans ces canules qu'on vous fait passer des canules sans chemise interne. Elles sont utilisées en réanimation, c'est des portex, des trachéoflex pour la ventilation. Et elles sont surtout utilisées donc en milieu hospitalier parce que justement, s'il y a un bouchon dans le corps de la canule, le seul moyen là de régler le problème, c'est de retirer la totalité de la canule, pas seulement la chemise interne. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'elles sont surtout utilisées en milieu hospitalier. Elles ont un avantage quand même, c'est qu'elles sont faites par des matériaux souples ou éventuellement armés. Celle que vous avez là est une trachéoflex armée, hein, ce qui permet sur des trachées malaciques qui s'écrasent de pouvoir les armer un peu et elles se déplaceront moins. Et donc c'est utile dans certaines situations, mais un peu complexes, qui regardent plus l'ORL que le praticien tout venant. Et elles n'ont jamais de fenêtre, celles-là, puisqu'elles servent à la ventilation la plupart du temps. Le cas particulier du tuteur trachéal. Alors, d'abord, pour que vous ayez bien conscience, la différence qu'il y a entre une trachéotomie et un trachéostome. Une trachéotomie, là vous avez un arbre respiratoire normal avec la trachée, le larynx et l'air qui va monter jusque dans les fosses nasales, ou passer par là et par la bouche. D'accord ? Si on fait une trachéotomie, on fait un shunt ici, entre la peau là et la trachée, ici. D'accord ? Quand on fait un trachéostome, c'est-à-dire qu'on enlève le larynx à un patient, on prend la trachée, on la tourne et on la bouche à la peau. D'accord ? Donc il n'y a plus aucune communication entre les voies aériennes qui sont là et les voies digestives qui sont là. Plus aucune. Donc il n'y a plus aucun risque de fausse route. Et deux, si vous agissez comme je viens de vous le dire et que vous essayez de boucher la canule du patient, vous obturez la totalité de ses poumons et il étouffe. D'accord ? Ça vous paraît trivial aujourd'hui, mais rassurez-vous, on nous appelle régulièrement aux urgences en nous disant le patient, quand on bouche sa canule, on ne peut pas le décanuler. D'accord ? Mais bien sûr, il a un trachéostome. Hein ? Donc c'est comme vous fermez le tuyau. Quoi. Si vous fermez le tuyau, il ne respire plus, il ne peut plus inspirer, il ne peut plus expirer. D'accord ? Et chez ces gens-là, en général, une fois que l'anneau trachéal s'est un peu ossifié avec le temps, vous pouvez retirer la canule et l'enlever. Il n'y a aucun risque à décanuler un trachéostome. La trachée est béante. Vous avez un trou comme ça. Et qui reste stable dans la grande majorité des cas après un certain temps. Avec l'âge, les anneaux trachéaux s'ossifient. À partir de 40 ans, c'est quasiment plus que de l'os. Voilà. Et donc, ils restent stables. Alors ça, c'est vrai dans une grande majorité des cas, mais on a 1 ou 2% de patients qui nécessitent des calibreurs à demeure, parce qu'effectivement, on a tendance à avoir une sténose de l'orifice de trachéostome, et ces calibreurs à demeure, ben, c'est ça. Voilà. Alors celui-là, oubliez-le, parce que c'est un calibreur en plus avec une fenêtre, et c'est pour des laryngectomies partielles extrêmement compliquées, donc c'est pas l'objet du cours. Mais voilà des calibreurs de trachée, et en fait, s'ils ont cette forme-là, c'est parce que il peut s'adapter dessus des petites cassettes avec un filtre de charbon actif qu'on appelle un nez artificiel, puisque quand on est laryngectomisé, vous n'utilisez plus le nez. Or, les fonctions du nez, c'est de réchauffer, de dépoussiérer et d'humidifier l'air que vous respirez. Donc, ces 3 fonctions n'existent plus. Et donc, le petit filtre qu'on met sur le trachéostome joue ces 3 fonctions. Une dernière diapo auquel je tiens beaucoup, c'est juste pour vous montrer et pour dédramatiser un peu le problème des canules et des trachées, c'est un problème de tuyaux. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez une dyspnée chez un patient trachéotomisé ? D'abord, tout bêtement, et pas avec un gant, sinon vous ne le sentirez pas, ou si vous avez mis des gants, ce qui est logique, parce que voilà, vous intervenez sur un malade, vous enlevez le gant et vous mettez votre poignet devant l'orifice et vous regardez s'il y a une expiration ou pas, si vous sentez de l'air. D'accord ? Si vous ne sentez pas d'air, vous êtes dans une situation extrêmement urgente,
Si vous en sentez un peu, vous avez un peu le temps d'agir. D'accord? Alors, on en sent un peu par argument de fréquence. Le plus souvent, vous avez un bouchon muqueux dans la chemise interne. Donc, vous vérifiez la chemise interne, vous la nettoyez. Si vous n'avez rien dans la chemise interne, c'est que le bouchon muqueux, il est peut-être en dessous la canule, dans la trachée. Mais si votre malade expire un peu, qu'il est simplement gêné pour respirer, vous instillez un peu de bicarbonate et vous aspirez. Vous mettez 0,5 à 1 millilitre de bicarbonate dans la trachée. Vous attendez quelques secondes, le malade fait boum, 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 hop, ça bulle un peu, il se noie un peu et vous aspirez. En général, ça va décoller les bouchons et il va pouvoir l'expulser. D'accord? Et puis, bon, voilà, tout va bien, il s'améliore. S'il ne s'améliore pas, on va être ici. Alors, c'est une situation d'urgence. Là, vous n'avez pas d'expiration du tout. Vous avez retiré la canule de la chemise interne, mais il n'y a pas d'expiration. Il ne respire pas du tout non plus. D'accord? Donc là, vous n'avez pas le choix. Vous retirez la canule et vous avez votre pince tripode, j'espère, dans la poche. D'accord? Vous retirez la canule. Il s'améliore. Ça pouvait être quoi? Ça pouvait être un déplacement de la canule. Chez des patients comme moi, par exemple, qui est la trachée sous la peau. Parfait. Mais chez le sergent Garcia, chez lequel il y a 6 cm de graisse entre la peau et la trachée. D'accord? Ma canule, elle va pouvoir éventuellement, mon orifice de trachéotomie va être comme ça, ma canule de trachéotomie, elle va juste avoir le bec qui va rentrer dans la trachée, pas plus. Il va bouger la tête et vous allez vous retrouver là tout d'un coup. D'accord? Ça, c'est une cause d'asphyxie aiguë. D'accord? Déplacement de la canule. Bon. Et auquel cas, si vous retirez la canule, eh ben, le patient s'améliore. Soit il avait un bouchon obstructif intracannulaire, mais vous aviez vérifié la chemise interne, mais vous êtes peut-être en réanimation chez un patient qui n'a pas de chemise interne. D'accord? Auquel cas, là, voilà, il y avait un gros bouchon dans la canule, très bien. Il s'améliore, vous le recannulez avec une canule propre et tout va bien. Soit l'épisode après l'ablation de la canule est non résolutif, ça veut dire qu'il a un bouchon trachéal obstructif, et là, vous instillez du bicarb, vous aspirez, vous instillez du bicarb, vous aspirez, et c'est là qu'il y a un intérêt à avoir une petite loupiote, ne serait-ce qu'un stylo lampe dans la poche, pour regarder dans l'orifice de trachéotomie, prendre n'importe quelle pince qui vous tombe sous la main et aller chercher dans la trachée un bouchon muqueux obstructif. Votre malade est en train de mourir. Vous n'avez rien à perdre. D'accord? Allez chercher le bouchon et de le tirer. Mais en général, quand vous retirez la canule, le diamètre de la canule étant inférieur au diamètre de votre trachée, si vous avez un bouchon qui s'est constitué dans la trachée, il ne peut pas sortir par la canule parce que justement il est plus gros, parce qu'il occupe toute la trachée. Donc en général, quand vous retirez la canule et vous instillez un peu de bicarb, le malade va avoir un réflexe de tout et là, vous allez voir un truc traverser la chambre comme un missile, qui est le bouchon muqueux. Soit c'est un épisode qui est non résolutif, mais là on est dans une situation qui n'est pas devant une dyspnée aiguë, c'est un patient qui s'est aggravé progressivement en quelques jours. Il fait un granulome au bord inférieur de sa canule, une sténose trachéale ou là une trachéomalacie, c'est-à-dire une mollesse de sa trachée, et ben, il faut que vous franchissiez l'obstacle. Donc soit vous êtes dans un service de réanimation et vous avez des canules plus longues, mais ça sera rarement le cas, d'accord? Soit vous essayez de franchir l'obstacle avec n'importe quoi. Et dans n'importe quel service de France et de Navarre aujourd'hui, vous avez un chariot d'urgence. Et dans ce chariot d'urgence, vous avez des sondes d'intubation armées. Les mêmes que la trachéoflex que je vous ai passée, là, avec la tige métallique dedans, d'accord? Vous enfoncez ça. Même si vous avez un bouchon muqueux que vous n'arrivez pas à choper, vous allez foutre le bouchon muqueux dans la bronche touche droite, mais vous ventilerez le malade sur le poumon gauche. Ça vous permettra de l'emmener en réanimation, de lui faire une fibroscopie, d'extraire le bouchon, etc. Au moins, il ne sera pas mort. Juste, voilà, ça c'est juste pour vous amuser. Voilà. Si un ballonnet est trop gonflé, surtout s'il y a une sonde nasogastrique dans l'œsophage, ce qui est souvent le cas chez un malade de réanimation, la membrane trachéale postérieure va être en sandwich entre la sonde et le ballonnet, et vous allez vous retrouver avec une fistule œsotrachéale. Donc monitorez la pression des ballonnets. Ça, par exemple, c'est une sténose trachéale. Ça, c'est un cathéter de jet de ventilation. C'est un cathéter qui envoie de l'air à haute fréquence directement dans la trachée. Et là, je vous ai mis en fait le diamètre trachéal normal. Et on pourrait croire qu'en fait, c'est un larynx. On a l'impression que c'est 2 cordes vocales. En fait, c'est pas 2 cordes vocales, c'est l'affaissement d'un anneau trachéal. Voilà la même, mais dilatée avec un ballonnet. Vous voyez l'affaissement de l'anneau trachéal, qui est une complication d'une trachéotomie chirurgicale. Et la dilatation au ballonnet sur ces affaissements cartilagineux, ça ne marche pas. Ma dilatation ne l'avait absolument pas amélioré. Il a été opéré ensuite d'une résection anastomose de trachée. Donc on retire le morceau malade, et puis on raboute les 2 morceaux. Voilà. Alors ça c'est soft sur un dessin, et puis en pérope, voilà, c'est plus gore, ça donne ça.
Voilà. Et il faut avoir un anesthésiste entraîné, parce que vous voyez, là on a reperméabilisé l'extrémité supérieure de la trachée, la sonde d'intubation sort par là, le médiastin s'en va par là, les pieds du malade sont là-bas. Quand on a commencé à passer nos fils, il va falloir passer la sonde d'intubation là-dedans, mais pendant ce temps-là, il a fallu ventiler le malade avec un cathéter de jet, etc. Donc il faut avoir des anesthésistes habitués et pas trop stressés. Là, vous avez la fourchette sternale, d'accord? Donc la tête du patient pour vous est en haut, hein? Les pieds sont en bas. Là, on est donc du côté droit, ici, là du côté gauche. Il y a eu un petit abord vasculaire visiblement fait. Voilà. Donc on est à 2 travers de doigts au-dessus de la fourchette sternale, mais avant on va quand même essayer de repérer son cartilage cricoïde, son cartilage thyroïde, et là on est dans un cas parfaitement agréable, puisque mon cricoïde est là, vous voyez. Donc j'ai une distance, celui de la semaine dernière par exemple, le cricoïde était là, d'accord. Donc là vous voyez qu'on a un coup absolument géant, on pourrait faire une trachéotomie sous-ismique ici, hein, parfaitement, sans souci. Alors on va se mettre classiquement à 2 travers de doigts. On va lui faire donc une grande incision d'un sternocléidomastoïdien à l'autre. On incise la graisse sous-cutanée. Voilà, c'est bon. Vous voyez la graisse sous-cutanée ici. Alors bien évidemment, on ne se sert pas de son bistouri comme ça, hein, mais c'est juste pour vous enlever la graisse. L'autre jour, on avait la chance de voir les jugulaires antérieurs. On incise le possier, dont on voit le bord ici, là. Ici, là. Vous voyez, ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ici qu'il y a une ligne jaune ici, là? Là. D'accord? Ici, là, comme ça. Hein? Donc, c'est ça, la ligne blanche. Hein? Alors, bon, là, aujourd'hui, on ne voit pas les jugulaires antérieures, mais elles doivent être une ici et l'autre par là. On voit bien par contre sa ligne blanche. Donc vous prenez la ligne blanche avec votre pince, vous faites une petite moucheture, vous écartez le bord antérieur des muscles comme ça. Vous prenez, là regardez, j'ai un muscle sous-hyoïdien, c'est un sternocléido-hyoïdien, celui-là. Je peux même aller directement sur le plan profond et prendre la totalité du plan musculaire en même temps. Enfin, on va essayer de faire ça en 2 temps. Voilà, donc ça c'est le muscle sternocléido-hyoïdien gauche. Voilà, il est chargé. De l'autre côté, on fait la même chose. Vous me dites si vous ne voyez pas si je vous gêne. On fait la même chose. Et finalement, c'est l'aide qui, en tirant, va exposer la partie antérieure. Vous voyez ensuite ici encore un bord antérieur de muscle et un autre ici, là. Et une ligne blanche qui est au milieu des deux, là. Donc on va faire la même dissection là. Benjamin va prendre les grands côtés des écarteurs, on va se mettre en dessous d'un côté, en dessous de l'autre, on tire et on a la trachée, d'accord? Puisque là on est directement en sous-ismique. Ce que vous voyez de blanc ici, c'est la trachée, d'accord? Si je veux aller trouver ma thyroïde, il faut que je remonte là en l'occurrence, parce que c'est une personne à long cou. La semaine dernière, on avait un gros isthme thyroïdien qui nous barrait la route, et puis aujourd'hui, c'est plus facile. Hein? Vous voyez, pour aborder la trachée, il faut, je sais pas, 3 minutes. Hein? Quand vous saurez faire une trachéotomie chirurgicale, ça prend moins de 10 minutes, trachéotomie chirurgicale, 5-6 minutes, comme vous avez l'habitude. Hein? Oui, bon, si tu veux, je vais essayer d'aller le chercher. Mais alors, quand tu as un coup, ce que je ferais moi, voilà, sur un coup aussi accueillant que ça, c'est que je ne ferai pas d'isthmectomie. D'accord? Voilà. Parce que là, on a un cricoïde qui est ici. Hein. C'est extrêmement haut. Hein. Là, j'ai presque 10 cm. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis probablement déjà au 6e anneau trachéal. Quoi. D'accord? Donc,
Et donc là, vous allez, sur un coup comme ça, compter le fait quand même qu'effectivement votre lobe thyroïdien va s'abaisser, votre isthme thyroïdien quand le patient va reprendre une flexion normale du rachis cervical, mais aussi le fait que cette trachée que vous avez devant vous ici va elle replonger dans le médiastin aussi, c'est-à-dire que tout va redescendre. Donc sur une trachée aussi accueillante que ça, vous aurez tendance à faire, non pas en regard de votre orifice de trachéotomie, votre section trachée, mais vous aurez tendance à la faire plus haute, d'accord? Et donc là, c'est ce qu'on risque de faire. Voilà, on va se mettre comme ça, on va mettre nos écarteurs en V vers le haut, hein, et puis on va essayer plutôt d'aller inciser à la partie haute. Parce que quand le patient va reprendre une flexion normale de la tête, l'orifice va redescendre en regard de l'incision cutanée. D'accord? Alors, il faudrait vraiment que je dissèque pour vous trouver la thyroïde, mais on peut disséquer la ligne blanche, hein, ça ne va pas saigner. Hein, donc, Voilà. Là, vous voyez quelque chose de rose, vous le voyez à l'écran, là? D'accord? Ça, c'est le bord inférieur de ma thyroïde, c'est le bord inférieur de mon isthme. D'accord? Donc, je pourrais continuer. D'accord? Et à ce moment-là, effectivement, avec une incision basse, vous comprenez bien qu'aller chercher le bord supérieur de l'isthme, ça va être compliqué. De mettre des pinces d'Alstedt et de sectionner l'isthme et de faire des points de Meunier, ça va être compliqué. Et c'est là qu'est tout l'intérêt d'une pince bipolaire. Vous allez coaguler l'isthme, sectionner avec vos ciseaux. Vous ne ferez peut-être pas une isthmectomie totale, mais vous aurez déjà, voilà, ouvert votre isthme en V inversé comme ça, et vous aurez déjà gagné une sécurité. Hein? Bon, donc là, on va s'arrêter là. Vous nettoyez la paroi antérieure de votre trachée. Vous voyez que vous avez une espèce de tissu de recouvrement, un peu fibreux. Et puis, normalement, vous comptez vos anneaux par rapport au cricoïde. Mais là, le cricoïde est extrêmement haut. Alors ensuite, vous prenez un bistouri lame 11 pointu, que vous enfoncez pas trop. 1, pour pas crever le ballonnet, et 2, parce qu'il ne faut pas abîmer la muqueuse trachéale quand même de la paroi postérieure. Hein. Et puis, vous allez inciser votre trachée. Ah, elle est pleine de liquide. Oups. Alors, où est-ce que j'ai incisé? J'incise toujours au même endroit. Voilà, on incise. Vous prenez votre anneau. Alors, elle est vraiment pleine de liquide. Hein. Voilà. Voilà. Vous faites votre fenêtre. Voilà. Fenêtre trachéale. On va essayer d'aspirer un peu le liquide, que vous voyez quelque chose. Voilà. Alors, après, il y a une technique pour mettre une canule de trachéotomie. Et ça sera vrai pour le change aussi. Vous aurez souvent un patient qui sera, quand vous changerez la canule, qui ne sera pas en hyperextension, il aura mal au cou, etc. Donc il sera en position normale, voire même un peu fléchie. Et donc souvent, vous allez être gêné, rien qu'avec le sternum, pour mettre votre canule. Et donc il faut la mettre latéralement. Vous mettez à 90 degrés de la trachée, vous rentrez l'extrémité dedans, puis à ce moment-là, vous tournez et vous rentrez. À ce moment-là, l'aide retire ses parabœufs, vous retirez le mandrin, vous mettez la chemise interne, vous gonflez le ballonnet, et c'est bon. Et là, vous attendez l'avis de l'anesthésiste, une fois que vous avez branché le raccord, de savoir s'il a bien un CO2 expiré, et si vous n'avez pas, par mégarde, mis votre canule devant la trachée, d'accord, dans le médiastin antérieur. Et ça, c'est important, parce que en l'occurrence, là, il est ventilé, donc vous allez faire un pneumomédiastin très rapidement, d'accord. Donc il ne faut pas dire, ouais, c'est sûr, je suis dans la trachée, et c'est bon, d'accord. Il y a aussi une coopération à avoir avec l'anesthésiste qui me paraît absolument essentielle dans la gestion des voies aériennes. Est-ce que vous voulez qu'on lui fasse une incision intercrico-thyroïdienne? Voilà. Là, faut me croire sur parole, j'ai son échancreur thyroïdienne. D'accord? Sa pomme d'Adam. Je glisse le long, là je sens tout d'un coup quelque chose de plus mou, et juste en dessous, l'arc antérieur du cricoïde. Voilà. Donc c'est là que vous allez faire une incision, ici, de la taille de votre stylobique. C'est là que vous allez vous enfoncer avec votre instrument. D'accord?
Et c'est là qu'on va pouvoir, on va voir si ça marche. Passer une pince. Est-ce que j'ai incisé suffisamment? Ouais, je pense. Voilà. Donc, je suis bien à la trachée. D'accord? Ok? Alors bon, là, l'espace entre la trachéotomie et la membrane cricotrachéale est immense chez cette dame qui a un cou particulièrement accueillant. C'était l'inverse la semaine dernière. Bien évidemment, vous avez compris, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne faisait jamais une trachéotomie sous-cricoïdienne, on ne fait donc jamais non plus une trachéotomie sus-cricoïdienne. Or, c'est ce que je viens de vous montrer. Ça veut dire que c'est une gestion des voies aériennes d'urgence qui, dès que ça va arriver dans un service hospitalier, même si le malade est très bien ventilé par ce petit trou, va se transformer en trachéotomie chirurgicale habituelle. D'accord? Et puis là, on refermera la membrane en deux plans, avec des petits points de vicryl au fond et des petits points de peau au-dessus. D'accord? Cette diapositive est juste là pour vous rappeler, parce que ça a des considérations, enfin ça ouvre vers des considérations thérapeutiques, que les fosses nasales sont vascularisées par deux grands systèmes carotidiens. Le système carotidien externe, ça vous l'aviez appréhendé, sans problème, par l'artère maxillaire interne et l'artère faciale et ses branches, pas de problème. Mais aussi par le système carotidien interne via les branches de l'artère ophtalmique qui donnent les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. D'accord? Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a une technique qui me paraît à la fois très efficace et très élégante pour empêcher les gens de saigner, c'est de faire une embolisation, donc une artériographie, et de boucher les vaisseaux qui sont susceptibles de saigner. Vous voyez donc d'ores et déjà que à cause de cette particularité de vascularisation des fosses nasales, vous ne pourrez pas arrêter tous les épistaxis par une embolisation, puisque vous ne prendrez jamais le risque d'aller emboliser les artères ethmoïdales, puisqu'il faudra que vous passiez par l'artère ophtalmique. D'accord? Ok? Voilà. Donc, cette seule considération anatomique a un impact thérapeutique important. D'accord? Et je m'arrêterai là pour ces digressions anatomiques qui en général vous énervent. Juste que ces deux systèmes s'anastomosent au niveau de ce qu'on appelle la tache vasculaire ou la zone de Kisselbach, qui est une petite ectasie vasculaire qu'on a tous de façon physiologique, mais plus ou moins hypertrophique. En gros, 1 cm en arrière du bord antérieur de la cloison. D'accord? On l'a tous. C'est le siège de quasiment 9 épistaxis sur 10. D'accord? Et c'est l'une des raisons qui va conditionner donc le traitement. Alors ce traitement, je passe les formes cliniques. Je vais passer aussi très vite, parce que vous connaissez ça mieux que moi, vous qui venez de passer l'internat. Bien sûr, on interroge les patients. Bien sûr, on leur demande s'ils ont pris des prises de médicaments susceptibles de modifier la coagulation, l'aspirine, les anti-inflammatoires stéroïdiens, les AVK, etc. Bien sûr, on leur fait un examen. Bien sûr, on va leur faire un bilan si et seulement si votre sentiment est que la perte sanguine a été importante, d'accord? Sinon, ça ne sert à rien, sauf éventuellement un bilan d'hémostase, bien sûr, chez les gens qui sont sous anticoagulants. Mais sur cette diapositive, finalement, ce qui est important, c'est que vous devez, en premier lieu, faire moucher les patients. Vous allez dire, mais c'est terrible, on crée une pression dans le nez, ça va augmenter le saignement. Oui, c'est vrai. Mais tant que vous avez d'énormes caillots, et quand je dis énormes caillots, vous allez sortir lors du mouchage des limaces de sang coagulé qui font 7 à 10 cm de long et 2 cm de diamètre. Ils vont moucher ça va les horrifier d'ailleurs. Tant que vous avez d'énormes caillots comme ça, ces caillots consomment les plaquettes et empêchent la constitution d'un clou plaquettaire sur le site réel de l'hémorragie. Donc la première chose à faire, c'est moucher les patients. Et combien de fois on voit que les urgences de la Pitié nous appellent pour une épistaxis qu'on n'arrive pas à juguler, le patient est adressé à la consultation, et le temps qu'on soit libre, notre infirmière s'en charge, et elles ont l'habitude, donc elles commencent par prendre un haricot, faire cracher le patient, le faire moucher, et le temps qu'on arrive, le patient s'est arrêté. Il ne saigne plus. D'accord? Simplement le mouchage, et puis une petite compression du nez, a fait
que le patient n'a même plus quasiment besoin d'être méché. Hein. Donc, mouchage, et puis, éventuellement, si vous avez le temps, vous mettez de la xylocaïne nafazolinée dans le nez, qui est ce petit produit un peu bleu-vert. Ce produit a donc deux particularités. C'est le mariage de xylocaïne, qui est un anesthésique de contact, et de nafazoline. La nafazoline, c'est un puissant vasoconstricteur, donc qui va permettre un peu l'hémostase, et surtout aussi d'aplatir, de diminuer l'épaisseur de votre muqueuse des fosses nasales, et donc de permettre d'avoir plus de place pour mécher votre patient si nécessaire. D'accord? Donc ça, c'est si vous avez le temps. Non, on ne l'applique pas avec une compresse, on l'applique avec ça, qui est une pince de Polixer. Et c'est une très bonne remarque. Si vous voulez mécher correctement un patient avec du coton imbibé de xylocaïne nafazolinée, vous prenez un morceau de coton de 7 à 8 cm de long, de 2 cm de diamètre, vous le trempez dans ce flacon, et en le sortant, vous l'écrasez avec les doigts, de manière à en faire quelque chose de plat. D'accord? Et puis ensuite, vous prenez votre coton et vous le mettez sur toute la longueur de la pince, comme ça. D'accord? Voilà, imaginez que le coton soit mon doigt. D'accord? Et vous allez le faire pénétrer dans le nez, et on verra comment tout à l'heure. Vous le faites rentrer 2 cm, donc vous rentrez votre pince de 2 cm, puis ensuite vous retirez votre pince, vous prenez le coton un peu plus loin, et vous poussez le coton. Et en fait, il n'y a que le coton qui va rentrer. Votre pince ne va pas rentrer, ça sera moins désagréable pour le patient. D'accord? Et donc ça sera plus agréable. Petite digression sur cette diapositive-là. À la fin, il y a marqué « calmer le patient ». J'aurais pu mettre « calmer le patient » et « calmer le médecin ». D'accord? Il faut que vous soyez extrêmement zen quand vous gérez une épistaxis. Il ne faut pas être impressionné par la quantité de sang qui sort, par le fait que ça coule goutte à goutte, avec deux gouttes à la seconde. D'accord? Il faut que vous soyez toujours très calme pour mettre en confiance le patient. Le patient, il est en train de saigner. Il est terrorisé, il a 21 de tension. S'il vous voit en train de dire « Bon, alors qu'est-ce que je vais lui faire ?» C'est pas possible, il va monter à 25. D'accord? Et à 25, vous n'arriverez jamais à l'arrêter. Hein? Donc il faut commencer par être très zen, par avoir des gestes assez lents, même si on est dans un contexte d'urgence. D'accord? Il faut peser, montrer que vous gérez, vous dominez cette situation et qu'il n'y a aucun souci, qu'il ne va pas mourir dans les 2 secondes. D'accord? Alors, juste un petit point sur le méchage. Votre pince, là, on a tous l'impression que notre nez, il est comme ça, parce que esthétiquement, il est comme ça. D'accord? Une fosse nasale, c'est horizontal. Donc, quand vous rentrez votre pince, vous allez en direction du conduit auditif externe. D'accord? Et vous la rentrez, celle-là, on verra tout à l'heure, et vous allez le faire, vous la rentrez jusqu'à la garde. D'accord? Quand vous faites un vrai tamponnement antérieur. Pas un méchage au coton, hein, ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est pour préparer le méchage qui sera plus violent. Oui, vous le retirez après. Hein, et de temps en temps, simplement ça réussit à arrêter de saigner. Il est aussi noté position demi-assise. Il y a des idées qui traînent chez tout le monde, chez vous médecins, et puis dans la population générale. Quand on saigne du nez, on se met comme ça. D'accord? Surtout pas. Quand vous saignez du nez, il faut se mettre comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez diminuer l'écoulement du sang vers le pharynx, donc vous allez diminuer la déglutition du sang. Or, déglutir du sang, le sang c'est pas digéré, et moralité, 1 heure après, votre patient va se mettre à vomir, parce que le sang, il ne peut pas le digérer, ça va provoquer d'importantes nausées, en gros 1 heure après, et il va vomir des haricots de sang qu'il aura déglutis. Par ailleurs, ça l'oblige donc à déglutir, parce qu'il y a des choses qui lui coulent dans la gorge, et quand vous déglutissez, vous tirez sur votre voile du palais. Votre voile du palais est partiellement inséré sur votre septum nasal. On a vu que la tâche vasculaire était sur le septum nasal, et ça sert donc à rien de faire bouger la zone qui saigne. D'accord? Ça va réactiver le saignement. Donc, la tête penchée en avant, position de nez assise, calme. Éventuellement, vous leur donnez le temps qu'ils se compriment le nez, vous leur donnez un petit glaçon à sucer. Hein? Ça fait du frais, ça vasoconstricte, ça leur nettoie un peu la bouche, c'est plus agréable. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'ils ont bouché les caillots? Je vous ai dit que 9 fois sur 10 quasiment, c'était un segment sur la tâche vasculaire. Ça veut dire qu'une compression bidigitale entre le pouce et l'index, comme ça, de 10 minutes, mais 10 vraies minutes à la montre, hein, il faut leur dire aux patients. C'est 10 minutes, je reviens dans 10 minutes. Et je ne veux pas que vous ayez lâché votre nez pendant 10 minutes. Hein. Une compression bidigitale de 10 minutes après un mouchage va tarir 9 épistaxis sur 10. D'accord? Simplement ça. Alors après,
Si on va du plus simple au plus compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un tamponnement vestibulaire. Le tamponnement vestibulaire, c'est ce que va faire le pharmacien avec un coton imbibé de thrombase, qui est un produit hémostatique, ce qu'on appelle le coalgan, et il va vous mettre, donc il va vous mécher le vestibule narinaire, donc toute cette partie-là est seulement là, ou un certain nombre de nos confrères aussi, malheureusement, et c'est pour ça que j'ai souhaité vous faire l'épistaxis, nous envoient le patient en disant qu'il faut lui faire un tamponnement postérieur, parce que le tamponnement antérieur n'a pas marché. Ce qu'ils appellent tamponnement antérieur, c'est un tamponnement vestibulaire. Vous allez faire tout à l'heure un tamponnement antérieur, vous verrez, c'est un geste violent. Donc il faut avoir un peu l'habitude. Et donc si ça ne règle pas le problème, vous faites un tamponnement antérieur. C'est actif sur les 3/4 antérieurs de la fosse nasale. Ça veut dire que si vous avez un saignement sur une queue de cornet dans le nez, vous risquez d'avoir un échec. D'accord? D'où l'intérêt éventuellement, effectivement, d'avoir méché votre patient à la xylocaïne afasolinée, d'avoir regardé, vous avez un patient qui est en position normale, comme ça, une fois méché, ça continue de saigner, mais finalement ça ne saigne pas par devant, ça saigne derrière. Là, un peu embêtant, ça risque d'être un tiers postérieur de fosse nasale, ça risque, il n'est pas impossible que mon tamponnement antérieur ne soit pas actif. Souvent, c'est quand même la cloison qui saigne, et donc le tamponnement antérieur va devoir enserrer la cloison et la comprimer, et donc vous devrez faire, même s'il n'y a qu'une seule fosse nasale qui saigne, assez souvent, malheureusement, vous serez contraint de faire un tamponnement bilatéral. Alors vous avez, pour faire ce genre de tamponnement, soit des feuilles de biogaz, de tulle gras, ou des mérocelles. Le mérocelle, vous en avez un ici. Le mérocelle, c'est un tampon. Vous voyez, ça fait 10 cm de long. Vous pouvez le rentrer dans le nez, vous tenez le nez du patient, vous faites ça, comme ça vous mettez tout droit et vous dites respirez bien fort et vous poussez. Et ensuite, vous prenez une seringue imbibée de sérum, vous mouillez, et quand vous mouillez ça, ça gonfle. C'est très efficace, c'est très pratique parce que du coup c'est très simple à mettre, mais ça n'a pas un pouvoir de compression aussi important qu'une bonne mèche de tulle gras comme je vais vous montrer à faire tout à l'heure. D'accord ? Petit cas particulier, des produits à résorption spontanée. Les mèches d'oxycellulose qu'on a à la science publique, c'est du Surgicel. Le Surgicel, c'est ça. Enfin, je vais vous en montrer, il y en a sur une diapositive, il y en a, mais c'est ça. C'est un produit hémostatique que vous allez pouvoir mettre dans le nez, mais il faut bien vous dire que ça n'a pas de pouvoir de compression majeur. Voilà, c'est une mèche comme ça. Voilà. Ça a une odeur très particulière. Merci. Et cette mèche d'oxycellulose, vous devrez l'utiliser en priorité chez les patients qui ont un facteur de risque vasculaire hémorragique. Chez les patients qui sont thrombopéniques, chez ceux qui sont sous héparine, sous AVK, sous aspirine. Pourquoi ? Parce que ces produits sont à résorption spontanée si on les mouille avec du sérum physiologique. Alors ils sont moins efficaces qu'une bonne mèche de tulle gras, c'est évident. Mais si vous arrivez à tarir votre épistaxis avec ça, alors le patient va humidifier ça et vous n'aurez pas de déméchage à faire. Donc vous allez éviter le traumatisme iatrogène du déméchage. Parce que chez des patients sous anticoagulants, vous allez les mécher, 48 heures après, vous allez les démécher, ils vont se remettre à saigner, vous allez les remécher, 48 heures après, vous allez les démécher, et au bout de 8 jours, ils n'ont plus de muqueuse dans la fosse nasale, c'est une vaste ulcération qui saigne et sur laquelle on ne peut plus rien faire. D'accord ? Donc en priorité, chez les patients qui ont une anomalie qui prédispose à l'hémorragie, médicaments, etc., et c'est quand même assez fréquent, ce genre de produit en priorité. Juste un dernier cas particulier, pour ne pas vous laisser piéger, une épistaxis chez un malade qui est sous chimiothérapie et qui a 5 ou 8 000 plaquettes, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Vous n'êtes pas Dieu. D'accord ? Vous ne pouvez pas arrêter une épistaxis chez quelqu'un qui a 5 000 plaquettes. Le traitement d'une épistaxis à 5 000 plaquettes, ce n'est pas le méchage, c'est la transfusion plaquettaire. D'accord ? Donc vous ne laissez pas faire par les hématos. Si un jour, peut-être que parmi vous, un certain nombre seront peut-être ORL ou chirurgiens maxillofaciaux et donc seront susceptibles d'aller mécher un patient, vous ne laissez pas faire par les hématos. D'accord ? Non, je ne veux pas aller transfuser les plaquettes, ça coûte cher, ça. Non, d'accord ? Vous ne pouvez pas arrêter une épistaxis à 5000 plaquettes. C'est pas possible. Le simple traumatisme iatrogénique que vous allez faire en méchant va aggraver le saignement. Donc c'est pas possible. Le tamponnement postérieur. Alors le tamponnement postérieur, on va vous montrer comment on fait un vrai bon tamponnement postérieur. Alors, c'est quoi l'indication d'un tamponnement postérieur ? Eh bien, c'est
un segment qui provient du tiers postérieur de la fosse nasale ou du cavum. D'accord? Alors ça peut être tout bête, hein, ça peut être un malade en réanimation, et puis on ne gère pas bien la puissance des aspirations, et donc pour aspirer dans le pharynx, par exemple, l'infirmière elle passe par le nez, et puis elle y va largue à manu, le manomètre il est à 800, d'accord, et elle suce la paroi postérieure du rhinopharynx, chez un patient qui est en plus en chirurgie vasculaire, donc il est anticoagulé, etc. Puis un jour on nous appelle pour une épistaxie cataclysmique, il a du sang plein la bouche, etc. D'accord? Tout ça, c'est quasiment du quotidien. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire sur un tamponnement postérieur? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait un tamponnement postérieur. On prend un gros paquet de tulle gras, puis on va essayer de l'enfiler par la bouche dans le cavum. Je vais vous montrer comment tout à l'heure. Ça sera actif sur un segment du tiers postérieur de la fosse nasale et sur un segment du cavum. D'accord? Maintenant, si c'est quand même une situation un peu rare, un peu exceptionnelle. Si vous avez un segment du tiers postérieur de la fosse nasale, il y a un peu la méthode à PHP, qui est presque une méthode de MacGyver, avec ce que vous avez sous la main. D'accord? Vous prenez, il y a un truc au moins, vous aurez toujours sous la main dans un service, c'est une sonde urinaire. D'accord? Donc vous allez prendre une sonde urinaire, vous allez l'enfiler dans le nez, la mettre jusque dans le cavum, vous allez gonfler le ballonnet, et vous tirez un coup sec, vous le bloquez sur la coane, donc l'orifice postérieur du nez. Vous faites la même chose de l'autre côté, comme ça. Donc il y a un aide qui tient la tête de votre malade comme ça, et vous tirez sur les deux sondes urinaires, et pendant ce temps-là, en même temps, prenez votre mèche de tulle gras et vous refaites un tamponnement antérieur de chaque côté. D'accord? Puis vous nouez vos deux sondes urinaires ensemble avec une compresse sur la columelle. D'accord? Toujours une compresse, parce qu'au bout d'une heure, sinon vous avez scié la columelle. D'accord? Et là, vous avez fait finalement un tamponnement postérieur actif sur le tiers postérieur de la fosse nasale, à moindre frais, parce que vous allez voir qu'un vrai tamponnement postérieur à l'ancienne, ça vous évitera de nous le demander, de temps en temps, c'est chaud. Surtout sur un malade endormi, non, mais sur un malade réveillé, c'est très chaud. Hein? Voilà, donc le coût de la sonde urinaire, c'est pratique. Alors les cas particuliers, etc., on va laisser tomber. Alors comment on fait un tamponnement antérieur? On fait un tamponnement antérieur en prenant votre feuille de tulle gras à 6 cm. On va mimer ça avec ça. Vous avez une mèche de tulle gras comme ça. Vous la prenez pas au bout comme ça et vous l'emmenez dans le nez. Vous la prenez là et c'est cette zone-là que vous emmenez dans le nez. D'accord? De manière à ce que vous voyez en permanence ça et que ça ressorte par le plancher de la fosse nasale comme ça. D'accord? Pourquoi? Si vous prenez l'extrémité et que vous l'emmenez au fond du nez, puis que dessus vous bourrez, l'extrémité va faire ça. Et une fois que vous avez fini de faire le tamponnement antérieur de votre malade, le malade va faire « Grand docteur, là, le truc, sous la gorge. » D'accord? Et là, vous mettez la baisse langue, vous regardez, vous voyez votre mèche qui se balance derrière le voile, comme ça. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Donc là, il faut que vous le démêchiez, que vous recommencez. Et là, le malade commence à vous en vouloir. D'accord? Donc, bloquez toujours votre mèche, puis ensuite vous faites un accordéon, et on verra tout à l'heure ce que vous allez le faire. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Alors voilà, ça c'est ce que je vous ai montré. Donc ça c'est un mérocel, celui que je vous ai montré. Et puis celui-là c'est une fois qu'il est gonflé et qu'il est mouillé. Ça c'est une mèche de surgicelle. Ça c'est la polydzer. Ça c'est un spéculum nasal. Ça c'est l'exilocaïne afazoliné. Ça c'est bien. On en a là. On pourra vous en faire passer. Tiens, tu les fais passer, Benjamin. C'est des sondes à double ballonnet. Le problème c'est que ça vaut 350 francs. Hein, et donc c'est cher. Vous avez un ballonnet qui se gonfle dans le vestibule narinaire, un autre sur la coane, et donc finalement, la fosse nasale saigne encore entre les deux ballons, mais une fois qu'elle est remplie de sang, bah forcément ça s'arrête, quoi. Hein, ça devient un vase clos. Hein. Alors, moi j'avoue que au temps où je méchais les patients, ça n'existait pas. J'ai pas une expérience énorme de ça. Le rendu que j'en ai par rapport aux gens qui l'utilisent, c'est que souvent les patients trouvent ça douloureux, ça fait mal. Et de toute façon, c'est tellement cher que vous en aurez dans très peu d'endroits. On va laisser tomber cette diapositive. Juste 2 mots. Bien évidemment, si tout ça ne marche pas, eh ben, vous avez des solutions chirurgicales. Allez clipper ou coaguler l'artère sphénopalatine par voie endonasale. Allez lier les artères ethmoïdales antérieures et postérieures en faisant une petite incision paracantale ici comme ça. À 3 cm du rebord orbitaire, vous trouvez l'artère ethmoïdale antérieure. À 4 cm, 4 cm et demi, vous trouvez l'artère ethmoïdale postérieure.
Voilà. C'est assez facile à faire. L'embolisation des artères faciales et maxillaires dont on a vu qu'elles ne pouvaient pas forcément être actives toujours. Ça, c'est les traitements substitutifs que vous connaissez bien mieux que moi. Alors, je vais vous montrer. Bon, l'idéal, ce serait d'avoir des feuilles plus grandes que celle-là. Hein, mais si vous avez ça, vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez quasiment jusqu'au bout, mais quasiment seulement. Enfin, je vais retirer ça, comme ça ce sera plus simple. C'est quand même extrêmement gras. Donc vous avez fait une bande comme ça, d'accord? Là vous repartez dans l'autre sens. Voilà. Et puis on en fait une dernière. Hop là. Avec des ciseaux ronds. Voilà. Bon. Alors, là. Et donc vous voyez, je suis dans un axe qui va vers le conduit auditif externe. D'accord? J'ai mon bout là. Je ne suis pas obligé de le laisser aussi long. Hein. Je reprends là, et là cette fois-ci je bourre en haut, puis en arrière et en bas, en haut, en arrière et en bas, en haut, en arrière et en bas, en haut, en arrière et en bas, en haut. Voilà, hop, on termine par le petit morceau qu'on a laissé depuis le départ, et voilà. Bon, forcément, c'est un complètement. On nous demande de reconsulter dans les 24 heures. Je lui demande de reconsulter dans les 24 heures, plutôt dans les 48 heures. Il aille se faire démêcher chez un ORL dans 48 heures, mais ça peut être un ORL de vie.